saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de vous-même fait son homme aïe parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le roi et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nyoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes peu te dit que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Ou sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mourboutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon mois de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on tombe gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Inside
Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par Jean Brudotagne et son invité, M. Aboubakar Ousmane Mey. Donc je mets la vidéo. Vous savez, la manipulation, à ceci de particulier, c'est que avant, ça se passait. Avant, ça se passait. Les gens se taisaient, il n'y avait pas moyen de répondre. Bon, maintenant c'est fini ça. C'est fini. Tu dis quelque chose. Tu dis quelque chose. On peut apporter plus d'éclairage sur ce que toi-même tu as dit. Parce que deux fois, les gens viennent dire quelque chose d'un côté. Si tu veux dire quelque chose, dis tout. Ne cache pas. Et si tu dis quelque chose, tu dis une partie, tu laisses l'autre. Nous, on vient de dire ce que tu n'as pas dit. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux. De votre émission, autant le dire. Notre invité est homme politique, président de l'Alliance nationale camerounaise, un parti fondé au début des années 90. Il est aïdjoïste et l'assume. Depuis quelque temps, il a lancé une campagne en faveur du retour au Cameroun des restes de l'ancien président de la République, Amadou Ahidjo. Il a fait spécialement le déplacement de Garoua pour participer à cette émission et nous lui en savons gré. Aboubakar Ousmane Mey, bonjour. Monsieur Jean-Bruno, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parti d'aussi loin pour prendre part à cette émission. Nous nous sentons honorés par votre sacrifice. Vous avez coopté il y a quelques jours un certain nombre d'hommes politiques bien connus pour faire partie de votre association Justice Plus. On peut citer le MRC Célestin Jamen et l'UDC Sambaka. Quel est l'objectif que vous poursuivez à travers la cooptation de ces personnalités-là dans votre association? L'objectif, il est très simple. La pacification du pays, une certaine justice qui doit être rendue à des personnes qui sont frustrées depuis une trentaine d'années, voire plus, donc le président Ahidjo,
nous avons aujourd'hui le nord-ouest, le sud-ouest, où vous savez ce qui s'y passe. Et ces frustrations-là sont un peu partout dans le pays. Et nous pensions que la première personnalité du Cameroun, que fut Aïmio, méritait, n'est-ce pas, l'effort des uns et des autres pour que justice soit rendue. Parce qu'en effet, il se trouve à l'heure où nous discutons là, à Dakar, à Yoff, au cimetière de Yoff, et aucun de ces droits n'a été liquidé. Sa veuve est donc à Dakar avec quelques enfants. Et nous pensons, en tout cas personnellement, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Et cela également, on rejoint cette idée. La plupart la partagent d'ailleurs depuis longtemps. Et il a fallu juste que le déclic arrive. Et ils ne sont pas les seuls, il y en a beaucoup qui attendent à la porte. Donc voilà un peu le fond, et c'est le patriotisme, c'est tout. Alors vous dites que les droits de l'ancien président n'ont pas été liquidés. De quels droits s'agit-il? Alors on va repartir à la loi d'amnistie de 91, le 16 avril 91. Cette loi définit donc plusieurs avantages à l'attention du défunt, et d'autres d'ailleurs. Hein. Et il est question du rapatriement dans les textes, hein, sur la demande de la famille, et ainsi de suite, les frais au nom de l'État, les frais. Mais nous pensons que ce n'est pas juste. Le président de l'indépendance, le premier président du Cameroun, ne peut pas que passer par la fenêtre. On doit s'en occuper des cheveux aux orteils. Alors, si le gouvernement, la République s'amuse à manœuvrer les esprits, à piétiner, n'est-ce pas, l'histoire, il y a des patriotes qui vont quand même trouver à dire là-dedans, et nous en sommes quelques-uns. Alors, cela fait effectivement 30 ans que la dépouille du premier président de la République du Cameroun sèche sous le soleil de Dakar, au cimetière de Yoff. Il n'est pas revenu au Cameroun depuis 30 ans. Alors, à quel niveau se situe le blocage? Bon, le mot est un peu fort, c'est trop fort pour moi. Je dirais qu'il est au cimetière de Yoff, c'est déjà ça. Alors, votre question, elle est un peu épineuse. Elle est épineuse. Le président Biya, qui a bénéficié de tout ce qu'on peut imaginer de la part du président Aïmio, sait ce qu'il faut faire. Il le sait. Alors, nous autres, nous portons la parole à des personnalités, à des groupes d'associations ou à des institutions capables d'aller vers lui demander qu'est-ce qui ne va pas. S'il ne le dit pas, nous ne pouvons pas le dire à sa place. Mais il y a beaucoup d'intentions sous-jacentes qu'on devine, qu'on observe. Et cela s'attache un peu plus à une crainte de je ne sais pas quoi, d'un côté. Et de l'autre, je vois beaucoup de mépris aussi. Hein. Je vois beaucoup de mépris. Nous avons, par exemple, au Congo démocratique, Kabila, dont le père a fait virer Mobutu, qui a demandé à l'Assemblée, en 2007, de rétablir Mobutu dans ses droits. Et il a demandé le rapatriement des restes. Malheureusement, les restes sont encore à Rabat. Je réponds d'abord là-bas, avant qu'on continue. Vous voyez, le grand frère Ousmane Mey, il parle, il dit le président Biya sait que le président Amadou Ahidjo, c'est un ancien président, il ne doit pas rentrer par la fenêtre. Il prend l'exemple sur Kabila, que Laurent Désiré Kabila a fait virer Mobutu. Mais Kabila fils a restitué le maréchal dans ses droits. Mais le corps est toujours à Rabat.
est-ce qu'il vous a dit pourquoi le corps est arabe? Mais on met de côté. Il dit que les droits du président Amadou Ahidjo n'ont pas été liquidés. Je vous rappelle en passant, je vais poser la question aux jeunes là. Les jeunes là. Le président Amadou Ahidjo avait combien de femmes? Les Camerounais, quand les Camerounais viennent à la télévision pour informer d'autres Camerounais, ils font un peu de la manipulation. Mes chers frères et sœurs, vous connaissez tous, quand un parent meurt, de chez quoi un ancien président, toujours la famille de l'ancien président, en passant, il n'avait pas une femme. Hein. Il n'avait pas une femme. Quand on liquide les droits du président Amadou Ahidjo, doit-on donner tous les droits à la veuve, la mère germaine, ou doit-on participer, ou doit-on donner aussi aux autres femmes? Les enfants, les autres enfants qu'il a eus, eux, ils n'auront rien sur l'état de leur père. Vous voyez? Mais il balaye tout ça du revers de la main. Il dit c'est le président Biya qui doit régler. Que la famille de l'ancien président s'arrange d'abord. Fait ce qu'on fait souvent. Jugement d'hérédité. On met l'héritier. Mais l'héritier, je ne dois pas confondre l'héritier politique et l'héritier de la famille. Ce n'est pas la même chose. La procédure dit que ce n'est pas le président Biya qui va faire le jugement d'hérédité et mettre le jugement de famille. Ce n'est pas le président Biya. C'est la famille. Chacun de nous sait ça. Chacun de nous sait qu'il a perdu un parent. Et la famille s'asseye, la famille fait le jugement d'hérédité, on met l'héritier. L'héritier maintenant fait la demande pour le rapatriement du corps. On va voir si l'État ne va rien faire. On ne fait rien, mais on veut que le président Biya prenne la pelle bêche, mettre ici à l'épaule, aller à Dakar, creuser la tombe, mettre dans l'avion, ramener. Ce n'est pas comme ça. Il est d'abord parent avant d'être président. Il est d'abord parent avant d'être président. Vous voyez, dans l'interview, vous allez comprendre ce qu'il va dire à la fin. Il va dire, le gouvernement s'immisce dans les familles. Je vous laisse suivre. On continue. C'est comme ça que les gens font. Quand ils viennent pour dire quelque chose, ils disent un côté. Quand le gouvernement se retire, on dit non, le gouvernement n'a rien fait. D'un côté, on condamne le gouvernement, que le gouvernement s'immisce dans les familles. On continue. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais du côté de nos voisins, tout près, le Tchad, Idriss Déby a réhabilité le président Lamta Toumba. On l'a honoré, on lui a donné tous ses grades. Bon, alors, je pense que le président Biya est le mieux placé pour répondre à votre question, malheureusement. Alors, précisément, le président Biya, justement, il y a quelques années, au sujet du retour de la dépouille de son prédécesseur au Cameroun, avait dit qu'il ne s'opposait aucunement à ce que sa famille organise le retour de sa dépouille au Cameroun. Je vous repose la question, à quel niveau se trouve le blocage? Bon, le passage du président Biya sur cet événement, enfin sur ce média ce jour-là, c'était une entourloupe. Une entourloupe? Moi je dis c'est une entourloupe. Comment peut-on dire par exemple que la famille demande, sur quelle base la famille se fonde, puisque la loi de 91 dit effectivement que bon, sur la demande de la famille et aux besoins, selon les règlements des pays, n'est-ce pas, résidents. Mais tout ça, c'est du français tout court. Nous savons que le président est à Dakar, que ici c'est le président Biya qui a les institutions.
Pourquoi contourner cette affaire quand, je veux dire, quand il prenait le pouvoir, quand il lui remettait le pouvoir, le 6 novembre 1984 notamment, sa famille n'était pas là. Il a pris le pouvoir, il n'y avait pas la famille d'Aïdio. Pourquoi il demande la famille d'Aïdio aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Donc, il doit prendre ses responsabilités. Nous nous battrons dans ce sens et nous souhaitons que, compte tenu du contexte où vous observez comme nous autres, que le pays est dans la dérive en termes d'unité. Il y a les germes du tribalisme. Il y a autant de mots dont l'événement Aïdio pourrait contribuer à dissiper, aider à, je veux dire, l'unité. Aider à l'unité. Encore le retour de la dépouille de Amadou Aïdio pourrait contribuer à l'unité nationale au Cameroun, qui est, comme vous le dites, fortement menacée aujourd'hui. Qui dit président Aïdio parle de l'unité nationale? Il n'a travaillé que pour ça. Vous savez très bien que le président Aïdio ne respirait que pour cette unité du Cameroun. Et il savait que c'était complexe et il l'a dit au président Pierre. Il ne fallait pas s'amuser avec l'unité nationale. Il le lui a dit. Aujourd'hui que nous sommes, n'est-ce pas, dans cette difficulté, malheureusement, le retour de ce corps, je dirais, qui est lié à plusieurs dérives. Vous prenez l'affaire déjà, à août 83, où il y a eu une première tentative de coup d'État concernant le commandant Ibrahim, le capitaine Salatou à l'époque. Et puis on a abouti au 6 avril, où il y a eu des liquidations. Les charniers sont là, ils existent bel et bien, qu'on le veuille ou non. Le 30 avril 84, Banmayo a vu fusiller des Camerounais. Et un jour férié, un dimanche, ce qui n'était pas conforme à la loi, au code pénal. Mais personne n'en parle. Les corps n'ont jamais été restitués aux familles. Et comment voulez-vous que les gens procèdent à la succession tant qu'ils n'ont pas le certificat genre normal? C'est pas possible. Donc tout ça est lié donc, au corps d'Aïdio. Alors, donc, votre association Justice Plus ne milite pas simplement pour le retour de la dépouille de Amadou Aïdio, le premier président au Cameroun, mais également pour que la lumière soit faite sur, appelons ça comme ça, les exactions de la tentative de coup d'État du 6 avril 1984. Vous avez certainement entendu parler du capitaine Abalélé. Oui. C'est mon beau-frère. Vous pensez que je vais parler d'Aïdio sans parler d'Abalélé dans un dossier? C'est pas possible. Donc Abalélé a été fusillé. Aujourd'hui, sa veuve est d'ailleurs décédée, ma propre cousine, elle est décédée. Donc ses enfants sont là, personne n'a vu ce que... Moi je dis, vous n'avez pas de certificat, comment vous allez liquider cette affaire? Alors donc, le gouvernement a intérêt, parce qu'il y a plusieurs infractions dans cette affaire du 6 avril. Le gouvernement a intérêt à mettre les choses sur la table. Dans tous les cas, cela est lié à Aïdio. Nous avons des éléments fortement qui impliquent fortement le régime dans ce qu'on peut appeler ce pseudo coup d'État. Hein, c'est pseudo parce qu'ils ont été poussés pour la plupart à réagir. Bon, alors, ce n'est pas des détails qui nous intéressent. Maintenant, l'application des textes. La loi d'amnistie de 91, elle est là. Et on doit l'appliquer dans son entièreté. Aboubakar Ousmane, mais est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que vous ne courez pas le risque qu'on vous reproche de vouloir exhumer une histoire qui est quand même assez triste dans le cheminement du Cameroun? Quel est l'objectif que vous recherchez à travers l'évocation effectivement de ces charniers qu'il y a à Balmayo ou alors des exécutions qu'il y a eu dans le cadre de la tentative de coup d'État du 6 avril? Autant m'accuser de ce fait que de laisser cette injustice perdurer. Parce que Mme Aïdio est à Dakar. Les restes du président sont à Dakar. Sa famille est à Dakar. Il y en a une des filles qui est ici, qui est dans le système, qui est présidente, je crois, du conseil d'administration du palais de congrès. L'aîné des fils est ici, il est ambassadeur itinérant. Mais ce n'est pas ça notre question. Aïdio n'appartenait pas à sa famille. Il appartenait au peuple africain, dont le Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser dans nos démarches? Qu'est-ce qu'il faut penser? Vous voyez, le Sénégal,
Je vais poser encore la question aux jeunes. On va poser la question aux jeunes, parce que nous on était à poser la question aux jeunes. Il dit, tentative de coup d'État de 83. Il y a eu tentative de coup d'État de 83. C'est lui qui dit, tentative de coup d'État 83. C'est lui qui dit. Après, il dit 84, un pseudo coup d'État. Est-ce que les gens sont morts? Oui. Est-ce que on a brimé le général Asso? Oui. Est-ce que le général Pierre Semengue est sorti par le trou du climatiseur? Oui. Est-ce qu'il y avait les chars devant la barrière de la présidence? Oui. Il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il appelle pseudo coup d'État? Comme il veut qu'on réveille les cadavres, vous savez, c'est souvent bien de réveiller les cadavres. Mais quand tu réveilles les cadavres, il faut que tu supportes bien les cadavres. Il ne faut pas penser que les gens n'ont pas perdu les vies hein, dans ce qu'il appelle pseudo coup d'État. Les putschistes ont perdu les vies. Les républicains ont perdu les vies. Mais lui, il appelle ça pseudo qu'on les a poussés. On les a poussés que c'était des bébés. Ce n'est pas les bébés. Ils étaient conscients, ils savaient bien ce qu'ils faisaient. C'est lui qui dit. Tentative de coup d'État 83. Pseudo coup d'État de 84, qu'on les a poussés. On les a poussés, c'était les bébés. Nous, on est là. Parce que les gens comme ça, ils font de la manipulation. Il dit, il y a une fille d'Aïdjo qui est au Cameroun. Son fils là, il est l'ambassadeur itinérant. Mais non, ça ne concerne pas les enfants. Ça concerne toute l'Afrique, tout le Cameroun. La question est simple. Est-ce que la famille de l'ancien président doit faire un jugement d'hérédité? Oui. Il n'y a pas un chef de famille. Il faut un. C'est qui? Il dit que non. Tout ça, c'est les écrits. Le président Biya, il est président. Il doit faire les négociations pour que le corps... Le Sénégal n'a pas un problème. Le corps du président de la République du Cameroun doit avoir quelqu'un qui doit être l'interface. Parce que le gouvernement ne parle pas avec tout le monde. Le gouvernement doit parler avec un membre de la famille qui est légitime. L'héritier du président Amadou Ahidjo. L'héritier de sa famille. Il fait la demande, il fait tout. Le problème est bloqué à ce niveau, mais il ne veut pas dire. Parce que le président Amadou n'avait pas qu'une seule femme. Qu'il fasse les démarches, qu'il explique tout. Quand on pose les questions, il nuance, il fait comme ça, il fait comme ça. Qu'ils disent au Camerounais, on a fait le jugement d'hérédité, c'est tel qu'on a mis comme héritier principal ou bien administrateur des biens. Voici la demande qu'il a faite auprès du président Biya. Le président Biya n'arrive pas. Mais il vient s'asseoir, il déroule, il parle, il dit que non. Tout ça, c'est les écrits que le président Biya peut tout faire. Non, mon ami. On continue. Nous avons dit vraiment, la manipulation, nous allons mettre fin à la manipulation. Parce qu'on connaît bien la manipulation quand ça commence. Qui est un pays frère, dont je saisis l'occasion pour remercier le peuple, et le président Diouf, le président Ouad, aujourd'hui le président Macky, qui veille sur la famille Ahidjo et sur les restes d'Ahidjo. Pendant que Ahidjo a travaillé pour le Cameroun, c'est le contribuable sénégalais qui s'occupe de lui. Comment vous pouvez comprendre ça en tant que personne normale? Nous n'avons jamais remercié le président sénégalais, en tout cas les présidents sénégalais qui ont veillé sur Ahidjo. En 2016, je me trouvais à Dakar quand le président Biya est arrivé dans le cadre du sommet France-Afrique. Il passait pour aller à l'hôtel, comme on appelle Méridien Hôtel. C'était devant, il passait devant la maison de Mme Ahidjo chaque matin pour aller au sommet. Il n'a pas daigné, ne serait-ce qu'à envoyer
Dire bonjour, c'est élémentaire, je dirais. Ça n'a jamais été fait. Donc, nous pensons que cette injustice, nous ne la porterons pas, nous. Nous décrierons cette situation jusqu'à ce que justice soit rendue et que Aïyo retrouve sa terre natale. Il a notamment demandé d'être enterré quelque part à Garoua. J'y étais, j'étais dans le caveau familial où j'ai visité la tombe familiale, où sa mère est couchée, ses tantes sont couchées. La mère de l'ambassadeur itinérant y est également. Il a indiqué où il souhaitait être enterré. Et en 1985, décembre 85, il a fait une note au président du Sénégal demandant qu'on le ramène au Cameroun si le pire arrivait. Et il souhaitait que sa femme, Germaine, accompagne ses restes. C'est clair et précis. Vous voyez bien que dans les histoires de famille, quand vous avez affaire, quand une histoire concerne un grand monsieur comme le président Amadou Ahidjo, tout le monde, tout Camerounais, veut voir le corps du président Amadou Ahidjo enterré à Garoua. Et la question que nous nous posons toujours, lui, Ousmane Mey, qui doit répondre? Qui doit aller à Dakar? C'est le président Biya qui doit aller à Dakar. Non, mon frère Ousmane Mey, Aboubakar Ousmane Mey, c'est pas comme ça. La famille Ahidjo, le monsieur Ahidjo n'est pas tombé du ciel. Il a une famille. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui va aller faire asseoir les enfants du président Amadou Ahidjo. De choisir un héritier. Ce n'est pas l'État du Cameroun. La famille doit se réunir. Je ne sais pas, quand il parle, quand il dit qu'on a tué le capitaine Tal, est-ce qu'il se rappelle du père de Yannick Noah, le grand-père de Yannick Noah? Est-ce qu'il se rappelle? C'est-à-dire, il s'assoit, il dit on a tué tel. Est-ce qu'il se rappelle du grand-père de Yannick Noah? On l'a assassiné là froidement, monté retraite, l'a arrosé là. Est-ce qu'il se rappelle? Je m'arrête ce moment-là. Parce que s'il faut citer les gens qu'on a assassinés, comme il faut qu'on cite les gens, lui pour la personne, est-ce qu'il se rappelle du grand-père de Yannick Noah? Comme il faut qu'on réveille les cadavres, on va réveiller les cadavres. C'est ça qu'on appelle le chantage politique. Quand des gens n'ont pas d'argument politique, ils s'agrippent sur la douleur des autres. Exactement comme a fait le MRC. Vouloir s'agripper sur la crise anglophone pour faire du chantage politique. C'est ce que Aboubakar Ousmane Mey a passé son temps à faire. Je vous rappelle, en passant, Aboubakar Ousmane Mey que vous voyez, son père était un grand comique de l'État. Son père était, dernière nouvelle, il était le PCA de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Son père était un gros commis de l'État. Il a fait, c'était lui le gouverneur inamovible de la région du Nord. Son père connaissait la frontière. C'est son père qui traçait même. Lui qui a tracé les frontières du tout le Nord. Il connaissait ça au bout des doigts. C'est une grande famille. C'est une grande famille. C'est son frère qui est le ministre de l'économie. Il a un autre frère qui est secrétaire général. Soit c'est la culture, soit c'est le sport, entre les deux.
Donc c'est une grande famille. Donc il va aussi dire que s'il arriverait que son père décède, c'est le président Biatou qui viendra organiser la famille pour choisir un héritier. Mes chers amis, ne tombez jamais dans la manipulation. Quand vous voyez quelqu'un qui vient vous dire que c'était un pseudo coup d'État, il y a des gens qui sont morts, on n'a pas rendu les corps, on n'a pas fait ceci. Lui-même dit coup d'État. Lui-même dit coup d'État. Tout Camerounais, tous ceux qui étaient ils ont vu de leurs propres yeux. Les gens ont vu. Ils viennent s'asseoir. Commence à parler. Ils viennent comme si les autres Camerounais n'ont pas perdu les leurs. C'est ça qu'on appelle le chantage politique. Il n'ira nulle part. Parce que les gens comme ça qui viennent faire de la politique avec la douleur des autres n'iront nulle part. La politique, on n'utilise jamais la douleur des autres pour faire du chantage politique. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et c'est ça qu'il fait depuis plus de 20 ans. C'est ça qu'il fait. Or, la démarche qu'il devait faire en tant qu'aîné, c'est de dire à la famille du président Amadou Ahidjo, ceux qui sont au Cameroun, la procédure c'est que vous faites la réunion familiale, vous choisissez qui est ça se passe où? Au tribunal. C'est la procédure. Il s'assoit, il raconte. On continue. Nous avons dit que la manipulation, c'est fini. C'est fini, la manipulation. Parce que si on dit qu'il faut se taire, ces gens-ci vont manipuler tellement, ça sera tellement gros qu'il faut lui rappeler que quand tu plais ton beau-frère, mais sache qu'il y a d'autres personnes qui pleurent les leurs. Il faut le lui rappeler. Pourquoi c'est vous qui menez ce combat pour le retour des restes du président Amadou Ahidjo au Cameroun, alors qu'il a des grands enfants? Vous avez cité l'un de ses fils qui vit très bien au Cameroun, il est même ambassadeur itinérant. L'une de ses filles est militante active du RDPC, président du conseil d'administration du Palais des Congrès. Pourquoi c'est vous qui menez ce combat et pas ces enfants qui ont une bonne position au sein du système et auraient pu mener ce lobbying? En tout cas, pour moi, le président Ahidjo est un héritage affectueux. Un héritage pour moi précieux. Je l'ai reçu de mon père, c'est-à-dire que le président Ahidjo... Votre père qui fut gouverneur? Oui, j'ai grandi dans Ahidjo, je suis né dans Ahidjo, j'ai grandi dans Ahidjo et je l'ai vu mourir. Je l'ai vu mourir loin de sa terre, loin de ce qu'il voulait faire. Bref, le président Ahidjo, pour moi, c'est un héritage que je compte, tant que j'aurai effectivement la vie, à réhabiliter. Quelle que soit la peine à payer, je ferai ce qu'il faut. Et il y a du monde qui souhaite la même chose. Vous n'imaginez pas combien de chefs traditionnels j'ai rencontrés et dont j'ai recueilli les avis. Combien de personnes ressources, combien de Camerounais lambda le souhaitent. C'est dans ce sens que nous lançons d'ailleurs, j'en appelle à la conscience des uns et des autres. Parce que nous avons, le trentenaire d'Ahidjo est passé le 30 novembre 2019. Ça faisait 30 ans qu'il est décédé. Et le corona est venu un peu empiéter sur notre programme. Nous tenons à lui rendre hommage pour ces 30 ans de décès et porter à Madame Ahidjo notre voix pour lui dire qu'elle n'est pas seule, pour lui dire qu'il y a des Camerounais, il y a des Africains qui sont conscients de sa peine et qui la porteront donc avec elle jusqu'au bout
au point d'espérer la ramener avec ses restes, vivante. Voilà notre objectif. Alors, est-ce que la famille d'Ahidjo, ou tout au moins Madame Ahidjo Germaine, soutient votre initiative, ou alors vous évoluez de manière tout à fait personnelle? Je sais que vous êtes très informé et que vous aviez suivi ces passages sur les médias où il disait qu'Ahidjo n'appartenait pas à sa famille. Tant que vous pensez ce que nous observons là, Madame Ahidjo ne peut être qu'avec vous, vous soutenir. Mais malheureusement, vous savez qu'elle n'a jamais touché un seul copec de sa pension, la pension de son feu mari. Elle ne peut qu'être avec vous de cœur et d'esprit. Elle est à fond avec nous. Bon, notre objectif maintenant, c'est de faire en sorte qu'elle ait la paix du cœur, parce que tant qu'elle n'a pas ramené les restes là où le défunt souhaitait être enterré, notre combat continue. Et aujourd'hui, Dieu merci, vous avez cité Célestin Diamène du MRC, il est là. Et il est chargé, donc, l'association l'a chargé, n'est-ce pas, des contacts diplomatiques. Vous avez Maître Kaka de l'UPC qui est là, ça fait une autre pointure. Vous avez Cyril Sambaka qui s'occupe de la coordination nationale. Vous avez Yaya Konaté qui est à Paris. Bon, alors. Donc vous avez essayé de ratisser large pour faire une association qui soit transpartisane. Absolument transpartisane. Et Habiba de l'UPC, Habiba est là. Habiba, elle est justement de Mayoro. Elle a dit ce combat ne peut pas se faire sans elle. Elle est là. Et avec des cadres de l'UPC. Donc c'est pour vous dire que le peuple camerounais, je ne parle pas en son nom, je ne suis pas un élu, mais le peuple, le fond, le peuple le bas, pense que cette affaire doit être réglée. Et plusieurs personnalités, personnes ressources du côté du nord-ouest, sud-ouest, sont dans la même logique que nous. Oui. Alors, franchement, Aboubakar Ousmane Bey, vous êtes homme politique, je l'ai dit, président de l'Alliance nationale camerounaise. Est-ce que vous n'essayez pas, sauf que précisément aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, dit-on, de fin de règne, ça peut aider, non? Non, en 2015. L'image ou la figure d'Amadou Ahidjo qui continue d'avoir, quoi qu'on en dise, des partisans. En fait, de façon publique, on a dégainé en 2008. En avril 2008, nous avons tenu une conférence à Garoua et on a pu quand même évoquer le sujet. C'était un peu froid, mais en 2014, il a fallu, n'est-ce pas, l'interdiction du sous-préfet pour nous arrêter à Garoua. Nous tenions à mettre donc les choses sur la table et l'administration nous l'a interdit. Donc à l'époque, j'étais avec Alain Foguet, qui est aujourd'hui le patron bis du MRC. Responsable de la oui, et Mohamed Oumfa, à l'époque, on avait bossé dessus et c'était très bien. Il y avait des adhésions de partout dans le monde. Bon, malheureusement, le sous-préfet a trouvé que... Mais ce qui nous a un peu surpris, c'est qu'au même moment... Le sous-préfet a interdit. Il nous a servi une note pour interdire donc, la réunion. Nous voulions la tenir le 7 et le 8 février 2014 et il l'a interdit. Donc, ma demande, je l'ai déposée, je crois, le 20 janvier. Mais alors, je retiens ces dates parce qu'elles m'ont marqué du fait que quelques jours avant moi, à Yaoundé, Woundi Massaga avait fait la demande d'une marche patriotique pour la mémoire de Wandé. Et on a lui accordé. Ils ont fait une marche à Yaoundé pour commémorer, n'est-ce pas, je ne sais pas, en tout cas Ernest Wandé. C'était à l'époque les rebelles. Nous, à Garoua, nous voulions célébrer la mémoire d'Ahidjo, qui était le patron, mais nous, on nous interdit. Donc c'est une contradiction que je n'oublierai jamais. Vous êtes quand même conscient que Ahidjo ne fait pas l'unanimité au Cameroun. Il est considéré comme un tyran par une bonne partie. Oui. Ouais. Il y en a qui sont des athées, ils disent que Dieu n'existe pas, c'est leur problème. Donc nous, on va continuer dans le... En tout cas, ça ne peut pas nous désarmer. En tout cas, ça, c'est des éléments, n'est-ce pas, à prendre en compte. On va continuer à expliquer la démarche. C'est une Camerounaise, Madame Ahidjo, elle est avec nous. Elle a été avec nous. Et sa mémoire restera avec nous, quelle que soit la situation. Donc nous nous battrons pour ça. Hein. Ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire d'individu. C'est une affaire patriotique. Alors, on le sait, Amadou Ahidjo a offert le pouvoir au président Biya en 82. Si vous étiez en face du président de la République aujourd'hui, que lui diriez-vous pour plaider
le retour de la dépouille de son prédécesseur et mentor, en quelque sorte, au Cameroun. Que lui diriez-vous? Alors, je me permettrai de lui dire 3 choses. La première vient d'ailleurs de son ancien ministre, Mekano, le ministre Mekano Abdoulaye, qui fut ministre des Forces armées. Mekano, un jour, me disait, le président Ahidjo a l'éternité avec lui. Mais pour nous, le temps compte encore. En 2, je lui dirais la reconnaissance. La reconnaissance. Ça écarte l'ingratitude. Ça écarte beaucoup de choses. Et qu'il pense à l'après-Biya. Biya a des enfants. Biya a une famille. Je ne lui souhaiterais pas, en tout cas, je ne souhaiterais pas à sa famille de vivre ce que la famille Ahidjo a vécu. Ni leur bien. Nous sommes pacifiques, nous sommes un pays de paix. Et ça commence par là. La reconnaissance. Si elle existe, le reste s'arrangera. Madame Ahidjo n'est qu'une femme, quoi qu'on dise. C'est une veuve. Elle n'a pas digéré tout ce qu'on a fait à son mari. Condamnée à mort par fusillade à la place publique. Quelle femme accepterait ça? Pour quelqu'un qui a remis le pouvoir au président Biya, voilà le sort qui lui a été réservé en dernier ressort. Bon, on ne va pas quand même faire du révisionnisme. On l'accuse quand même d'avoir tenté de faire tomber les institutions par un coup d'État. Attention. Étant à Grasse, parce qu'il était dans le sud de la France. On ne va pas faire l'enquête de ce coup d'État ou pas. Ici, vous parlez des biens. Est-ce que les biens d'Ahidjo souffrent de quelque chose? D'abord, il y a eu, ces biens ont tous été réquisitionnés. Et la rétrocession a eu après la loi d'amnistie. Est-ce que ces biens lui ont été effectivement restitués? En l'état. C'est-à-dire que si ces biens avaient été pillés à l'époque, on ne pose pas de questions, vous reprenez. Si c'est des coquilles vides, il n'y a pas de problème. Donc, en l'état. Voilà, c'est que les termes n'est-ce pas, de ce document. Alors, je reviens à votre question centrale. Je dirais simplement au président Biya que nous sommes tous des mortels et que parfois il va falloir donc du haut de son orgueil personnel transcender. Il faut transcender. Je sais par plusieurs informations, je sais que sa femme, Chantal, elle a un passeport diplomatique bleu. C'est-à-dire que c'est des gens, on ne peut pas... Elle peut loger n'importe où dans le monde. Elle peut loger. Mais Madame Ahidjo n'avait que son passeport camerounais, avec son mari et ses enfants. Ces types de transport leur ont été retirés. Bon. Alors, qu'ils pensent à la fin. Là, maintenant, ils sont là. Mais après, il va falloir quand même vivre. Et nous ne sommes pas, si vous voulez, des gens des chasseurs de, je sais pas, tout le monde a le droit de vivre au Cameroun, comme ailleurs. C'est les droits fondamentaux. C'est les droits fondamentaux. Et nous souhaitons que la chasse aux sorcières ne vienne pas. Nous ne voulons pas de ça. Alors qu'il arrange ces choses. Nous savons comment le président lui a légué le pouvoir. Je vais vous faire une... confidence, allez-y. Une confidence. Oui, je suis friand de confidence, allez-y. Confidence, parce que quand Ahidjo lui remet le pouvoir le 6 novembre 82 ici, à 10h, l'après-midi, il se retrouve à Garoua. Il se retrouve à Garoua. Sa mère, à Dakano, était déjà souffrante. Mais elle tenait encore la route. Et le soir, il se rend à son chevet pour lui dire bonjour. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu parce qu'elle était surprise et à la limite déçue de ce que le président s'en aille comme ça du pouvoir, sans que rien ne soit arrangé du point de vue familial ou quoi que ce soit. Donc, elle lui en a voulu. Bon, il a cru que c'est une affaire, n'est-ce pas, de... Mais ça a duré jusqu'au décès de la maman.
parce qu'elle est décédée quelques mois après, elle est décédée en février, le 17 février 83. Donc ça ne fait pas 4 mois. Elle est décédée. Le président Ibio n'a plus reçu de sa mère un seul mot. Il est mort. Elle est morte. Aujourd'hui, il est aussi mort. Mais pourquoi leur en vouloir jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce stade? Les Sénégalais sont étonnés. Chaque fois que je discute avec quelques-uns, ils sont étonnés. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous l'adulons ici. Ce monsieur, il était très respecté, très aimé en Afrique, ainsi de suite. Ils ont fait beaucoup de choses depuis les années 60 jusqu'à nos jours, jusqu'à leur temps, jusqu'à sa démission. Ils ont fait beaucoup pour l'Afrique. Pourquoi donc accepter que cette affaire-là reste comme ça Alors donc, je dis au président Biya, il faut régler ce problème. Nous avons le cardinal Toumi, que j'ai rencontré plusieurs fois, des personnalités, mais ça ne suffit pas. Il va falloir que le président Biya décide. Et nous allons porter donc ce message sur sa table. Merci, je vous propose de prendre une pause, mesdames et messieurs, et nous revenons dans quelques instants pour la suite et la fin de cette émission, autant le dire, avec Aboubacar Ousmane Mey, notre invité. Sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Votre sécurité. Cette émission avec notre invité Aboubacar Ousmane Mey, président de l'Alliance nationale camerounaise, un parti politique fondé depuis le début des années 90. Alors, Aboubacar Ousmane Mey, on observe ces derniers temps une grande agitation politique dans la partie nord du Cameroun, dans le septentrion. On a annoncé la création du grand parti du Nord. Il y a quelques jours, c'est l'homme d'affaires ancien RDPC, Mohamedou Bayero Fadil, qui lançait son parti l'Union pour une nouvelle dynamique, et notre confrère journaliste Guibaï Gatama, que vous connaissez également très bien, a lancé lui il y a quelques jours une association 10 millions de nordistes. Comment analysez-vous ces regroupements qui ont un point commun, le régionalisme? Vous voulez parler une nouvelle langue? La méthode Babel est simple, efficace et vous permet... Je vais vous ajouter un troisième, Aboubacar Alagi, qui est à Maroc, pour les jeunes du septentrion, qui envisage d'ailleurs un colloque également à Garoua cette année. Alors, c'est très simple. Il y a un ras-le-bol. Guibaï, c'est un monsieur compétent. Il est très compétent en journalisme, c'est son domaine. Fadil, c'est si vous prenez le nom Fadil, vous savez qui c'est. C'est un mania, donc, en termes Alors, donc, les deux, déjà, vous voyez, les branches ne sont pas politiques. C'est pas politique. Moi, je suis en politique. Je fais de la politique. L'analyse que je peux amener, l'analyse que je peux, l'interprétation que je peux donner à leur démarche, c'est juste le ras-le-bol. Et s'ils peuvent, par ces biais, par ces canaux, mobiliser nos compatriotes du Grand Nord, les sensibiliser pour ce réveil-là politique, c'est notre affaire. Moi, ça m'arrangerait. C'est pas régionaliste, hein. C'est quand même 3 régions. Maroua, c'est pas Garoua, Garoua, c'est pas Ngondéré. Donc, c'est des régions différentes. Sauf que Bayero Fadil parle clairement, et je le cite, de l'homogénéité du Grand Nord en construction pour la défense de ses intérêts.
Et il précise que le Grand Nord a donné à Paul Biya plus de 70% des voix lors de la dernière élection présidentielle. Donc il est question de former le Grand Nord pour être une espèce de poids lourd politique. C'est très clair. C'est pas un savant, c'est des opérateurs économiques. Un opérateur économique qui se lance en politique désormais. Oui, bon, oui. Alors donc il a ses positions. Oui. Mais la politique reste aux politiciens. Je peux dire, c'est un angle qu'ils ont pris, hein, c'est un point de vue qu'il a, mais cet angle-là, effectivement, remonte à 56. 56, quand le président Idio a voulu donc constituer un appareil solide du point de vue justement de ces, comment dire, vous avez utilisé le terme, de cette promiscuité, n'est-ce pas, de culture, il a donc fait le tour des chefs traditionnels. Gawa, Rai, Ngaoundéré, Bagno, il a fait le tour pour leur dire, étant donné donc cette culture qui nous est presque commune, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire quelque chose? Bon, la plupart n'en voulaient pas. La plupart n'en voulaient pas. Mais en fin de compte, il y a eu donc comme avec le roi Seydou Bimouloum de Fumban, un autre rapprochement ici même à Yaoundé, où il les a reçus à l'époque avec Amadou Maoundé et Abdul Kadiri, quelque chose comme ça, j'oublie le nom, et ils ont discuté. Et ça a fait qu'avec Fumban, il y a donc eu alliance également. Et ça a agrandi donc, si vous voulez, le point de vue d'Aïdio, et les autres ont suivi parce que le Seydou était proche au Lamido de Bagno, Iawa. Quand ils étaient proches, et Iawa était proche à Yaya Dairo de Maroua. Ce qui fait donc que Yaya a finalement cédé parce que c'était le plus rude contre Aïdio. Il a accepté donc la démarche pour dire que bon, écoutez, on va essayer. Et ils ont porté Aïdio, mais en exigeant dans le premier gouvernement qu'il soit dans leur ministre, donc ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre. C'est comme ça que c'est passé. Avec ces 30 députés, ils ont pu faire quelque chose. Mais le contexte n'est plus le même. Nous sommes dans un contexte autrement dit, c'est pas la même musique qu'on va donc développer. Maintenant, il va falloir donc faire autrement et convaincre les gens sur l'aspect, n'est-ce pas, des projets. Et c'est l'handicap pour justement Fadil, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont derrière la locomotive RDPC. Et le bilan est celui que nous avons. Alors, en créant son parti, il quitte de fait le RDPC. Lorsqu'on lit entre les lignes les différentes sorties un peu rares, il faut le dire quand même, de Bayero Fadil depuis qu'il a lancé son parti politique, on voit très bien que son objectif c'est de fédérer le Grand Nord qu'il considère comme une force qui pourrait être une force politique. Est-ce que vous seriez prêt, Abouakar Ousmane Mey, à vous aligner derrière Fadil pour faire cette espèce de grand parti du Nord? Ben, je crois, ne courons pas plus vite que la musique. C'est ce qu'il recherche. Oui, et en fait, il est encore dans un cadre associatif. Il n'a pas créé encore de parti. Oui, il a donc mobilisé une association au niveau de Douala, des nordistes. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Alors, cette association veille sur les intérêts de. Je ne défends pas sa cause, je n'explique pas ce qu'il fait, mais c'est ce que j'ai donc appris et découvert. Mais dans le cadre donc politique, il ne peut que démissionner du RDPC avant de créer son appareil politique ou de rejoindre les appareils existants. Il a donc d'abord l'obligation de démissionner, ce que je ne vois pas. C'est inimaginable à l'heure où nous parlons. Et puis la cible, donc vous ne le voyez pas en train de démissionner du RDPC. Qu'est-ce qu'il cherche à tel que je vois. Bon, alors donc je ne sais pas, il pourrait peut-être voir l'après-Biya. Oui, parce que l'après-Biya pourrait donc engager certaines ambitions. Alors, sinon, je ne pense pas qu'il puisse le faire à l'immédiat ou même à court terme. Alors, Guibaï Gatama, notre confrère de l'œil du Sahel, un journal régional, n'en pense pas moins. Hein. Il est pratiquement sur la même ligne que Mohamedou Bayero Fadil et parlant de Bayero Fadil, c'est un membre du comité central du RDPC. Moi, j'aime qu'on pose le doigt
sur les faits. Quand Bayero Fadil récupère CCC avec combien d'employés? Il ne faut pas que les Camerounais oublient le passé. N'oubliez jamais le passé. Quand vous voulez avoir un jugement sur quelqu'un, tournez-vous. Marchez sur ces plaques-bandes. Posez les questions sur son passé, ses actes posés, avant d'avoir un meilleur jugement. Ça, c'est un. Posez la question. Bayero, qu'est-ce qu'il a fait de Selcam? Vous savez, quand les gens sortent, moi je dis, il y a des gens qui peuvent parler, il y a des gens qui ne doivent pas parler. Parce que nous là, on connaît beaucoup de choses. Donc quand toi tu sors là, on récupère ton dossier, on pose sur la table. Ça c'est un. La même chose qui se passe dans la famille du président Feu Amadou Ahidjo. C'est la même chose qui s'est passée dans la famille de Bayero, de M. Fadil. Parce que Fadil n'avait pas, le père Fadil n'avait pas une femme. Le père Fadil avait beaucoup de femmes. Parce que quand ça m'arrange, Paul Biya, quand ça m'arrange plus, et vous avez compris, on parle quoi depuis? On parle depuis des intérêts. Depuis, on parle des intérêts. Il n'y a que les enfants de la forêt qui ne comprennent pas que ce sont des intérêts économiques et financiers, rien d'autre. Quand vous voyez quelqu'un sortir, sachez qu'il sort en termes d'intérêt. Mais quand les enfants de la forêt sortent, ils sortent avec des choses vraiment de Dieu, les institutions, vraiment de Dieu. On a mis. Les institutions seront là pour l'éternité. Où sont tes intérêts? Quand tout le monde parle, vous comprenez bien qu'on parle des intérêts. Personne. Quand j'écoute ce monsieur, parfois, je me pose la question, comment est fini André-Marie Mbida? On peut citer, hein? Il y a plein qu'on peut citer. Ce monsieur, l'histoire est bien. Les amis, n'oubliez la manipulation. Et on ne va plus la laisser passer. Retenez ceci. C'est un argument qui est indétrônable. À chaque fois que vous avez affaire à quelqu'un qui parle beaucoup, il parle bien le français, il vous fait de la rhétorique politique. Il vous amène à gauche, il vous amène à droite, il vous amène balle au centre, il vous amène derrière. Observez-le, posez-lui 2 questions. 2. Les richesses du Cameroun proviennent d'où? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Pour imprimer le franc CFA, pour que la France imprime le franc CFA, il faut quoi? Quand vous lui posez ces 2 questions, prenez votre main, mettez ici. Écoutez-le. Parce qu'il va commencer
Vous parlez de Mbanga, Kumba, Melon, Tombel, machin, il ne va jamais vous répondre. Parce que c'est ce qu'on a fait croire aux Camerounais. Je vous le répète, le centre, le sud, l'est et le littoral. Ces 4 régions font l'objet d'un pillage. D'un pillage terrible. Mais quand vous voyez où on se plaint plus, pas même se plaindre, où on fait du chantage politique, il est temps que les enfants de la forêt commencent à comprendre ce qui se passe. Ce sont des intérêts économiques, rien d'autre. Et à nous de savoir les défendre. Il faut bien les défendre. Parce que quand vous écoutez, quand il vous parle de Fadil, moi je ris. Moi je ris. Qu'il pose à Fadil la question. C'était là. Il y avait la seule entreprise qui avait la meilleure structure de savonnerie, avec une salle de contrôle automatisée. Qu'a-t-il fait de CCC? Qu'a-t-il fait de Selcam? Comme les gens veulent qu'on sorte les dossiers, je ne parle pas encore du Méridien, de la maison du Méridien. Parce que vous savez, comme je dis toujours aux Camerounais, il y a des gens qui peuvent parler. Il y a d'autres personnes qui ne doivent pas parler. Ils doivent rester tranquilles. Je dis qu'il y a d'autres personnes qui peuvent parler. Il y a d'autres personnes qui doivent rester tranquilles. Parce qu'on ne s'intéresse pas à eux, on les laisse. Ok, mais comme tout le monde veut parler, ok, on va remettre tout sur la table. Quand vous quittez Ndokochi, vous traversez la maison de James Onobiono. Écoutez-moi les amis, les gens veulent qu'on parle, on va parler. Les gens veulent qu'on parle, on va parler. Comme ils viennent sur le terrain, ils viennent sur le terrain pour dire qu'on parle après, on va parler. Quand vous traversez la maison du patriarche Onobiono, vous tombez à la station Total. Quand vous traversez la station Total, vous entrez à l'ancien Mitsubishi. Quand vous traversez l'ancien Mitsubishi, vous êtes à l'entreprise Onicube. Quand vous traversez Onicube, la barrière de Onicube, quand la barrière de Onicube finit, ça commence là le domaine appartenant à CCC. Ça part de là. Ça se limite là-bas chez Askini. Est-ce que vous m'écoutez? Ok. Ça là, ça appartient au Fadil. Ça c'est chez les Bassa. Vive l'État unitaire. Les gens doivent pas penser qu'on ne voit pas. On voit. Parce que parfois, quand vous dites, oh, les Bamileke ne sont pas les seuls. Je dis, tout ça, ça appartient au Fadil. Et ils ont travaillé plus que les qui. C'était pour les Bassa. On a dit que non, zone industrielle, on a pris, on a donné. Vive l'État unitaire.
Et c'est les mêmes aujourd'hui qui se lèvent. Ils disent vraiment de Dieu, nous on a donné 80% au président Biya. Vous voyez, non? Vous voyez? Nous, on commence à lui rappeler, hein, il faut qu'il porte bien les godasses. Parce qu'il va porter les godasses, là, il va rentrer dans l'arène là. On va sortir les dossiers comme ça là. Rien que celui-là, il va mettre les mains à la tête. Hein. Parce que quand tu es dans le système, mon gars, reste tranquille là-bas. Ne sois pas venu donner les leçons. Parce que si tu sors pour venir donner les leçons là, mon frère, tu vas nous trouver sur le terrain. Hein. Parce que nous, on a compris comment des gens sont organisés pour neutraliser le président Biya. Et ça là, on ne peut pas laisser. Mais non, si on avait assassiné le président Biya en 1984, ça n'allait pas être le pseudo coup d'État. Aujourd'hui, c'est un pseudo coup d'État. J'ai dit que les gens comprennent bien ce que je suis en train de vous dire là. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire là. Parce que c'est comme ça que les gens font. Les gens, là on suit. Nous on attend. Ils sont comme ça qu'ils vont sortir. Nous, on a Facebook. Nous, on a Facebook. On va sortir. Tac, 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 on verse. Il est préférable de laisser le président Biya finir ses 5 ans tranquillement. S'il veut même, il meurt là-bas. Ne parlez pas. Parce que nous, on ne vous a jamais bronché. On ne vous a jamais bronché. Mais, pour on voit comment les gens sont en train de sortir pour nuire au président, ok. Mon frère, nous, on ne nous paye pas. Hein. Nous, on a fait ce travail-là gratuit pour le langage de la vérité. C'est le langage de la vérité que les gens veulent cacher. On vous dit, oh, l'entreprise ne marche pas. C'est Paul Biya. Mais personne ne va vous dire, mais qui était le manager? Personne. On continue. Ils vont nous trouver. Et il a déclaré, je cite, s'adressant aux nordistes, je reprends ces termes, hein, nordistes, prenons conscience de notre force et ensemble tout est possible. Quelle est cette force dont les nordistes, entre guillemets, seraient dotés? Bah, écoutez, Guibaï, d'abord c'est un petit frère. Guibaï a même trop tardé. C'est un monsieur qui est très informé, Guibaï. C'est un monsieur qui a pris beaucoup de risques. Et c'est le seul journal dans le Grand Nord qui a résisté aux différentes tempêtes. Guibaï, il a sorti beaucoup de choses enfouies. Il est même assez miraculeux qu'on le trouve encore, n'est-ce pas, en tout cas dans les rues, n'est-ce pas, aujourd'hui. Bon, mais sa manière de procéder n'engage que lui. Il sait pourquoi il le fait. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas le procureur déjà. La manière vous arrange ou pas? La manière, vous savez, on est dans un pays démocratique où chacun s'engage comme il peut, en tout cas dans le cadre de la loi. Et il a choisi ce chemin. Il sait pourquoi il le fait. Mais moi je dis, c'est un homme qu'il faut respecter hein, dans sa discipline. Et dans l'action menée pour le Grand Nord. Il est l'un des meilleurs éléments que le Grand Nord puisse brandir comme argument, n'est-ce pas, de patriote. Donc, le reste, c'est mon observation. Le reste, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Donc, je ne le juge pas, je ne prends pas position pour ou contre, parce que nous, à l'ANC, déjà, nous avons des cadres qui peuvent donc
donner l'opinion de façon générale. Personnellement, je ne suis pas contre ce qu'il fait, ni pour ce qu'il fait. Je n'ai pas d'opinion à donner là-dessus. Oui. Alors, tout le monde parle, toutes les personnalités du Nord qui prennent la parole ces derniers temps expriment, vous l'avez dit tout à l'heure, une espèce de ras-le-bol, la misère et tout. Mais on a comme l'impression que l'élite politique, administrative, bref, l'élite du Nord exploite la misère des populations à son propre compte. On se souvient encore du mémorandum du Grand Nord qui, en gros, n'a servi qu'à offrir un strapontin à un certain nombre de personnalités du Nord. L'ancien directeur de cabinet civil Bellinga m'avait reçu pour justement la cause Aïdio. Et on s'est un peu égaré dans les discussions au point d'ouvrir donc ce volet, n'est-ce pas, des choses, élite Grand Nord et puis misère Grand Nord en même temps. Je lui dis, bon, mais faites la comptabilité, faisons l'arithmétique, n'est-ce pas, des postes en termes protocolaires. Nous avons le président de l'Assemblée, nous avons le président de la chambre de, comment on appelle, conseil économique, nous avons, c'est énorme. Mais paradoxalement, nous sommes dans la misère, dans l'insécurité. Alors, il a un peu rigolé, mais je lui ai dit, mais voilà la vraie situation. Moi, je ne suis pas du parti au pouvoir, je ne suis pas du RDPC. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas... Je vous le dis en toute sincérité, à la base, nous en avons ras-le-bol. Un monsieur comme Amadou Ali, ça fait un siècle qu'il est là, mais aujourd'hui, le résultat, c'est qu'il ne peut même plus aller chez lui au village. Voilà le résultat. Vous avez Kavaï qui est là, ça fait aussi une éternité, mais c'est des gens qui, vous prenez la route Maroua, Mora, mais c'est extraordinaire. En clair, il y a de la part de l'élite politico-administrative plus un besoin d'assistance personnelle que de développement du Grand Nord. Bon, disons alimentaire, c'est en deux mots, c'est plus alimentaire qu'autre chose. Donc, il y a une représentation sociale. Bon, alors on a à tel endroit, c'est bon, ça suffit. On ne se soucie pas du résultat, on ne se soucie pas, n'est-ce pas, de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les localités avec les populations. Et c'est comme ça que maintenant, dans le Logo-Néchari d'où je viens, vous voyez, il y a des villages entiers qui ont disparu dans la nature parce que insécurité. Il y a des Boko Haram partout, dans la frontière lac Tchad, du côté de, vous venez du côté de Bodo, Fotokol, en montant vers Dabanga, c'est des zones rouges, toutes sont rouges. Il n'y a personne qui vit là. Vous prenez la route de l'axe Maroua-Kousseri, et il faut être en Congo avec des militaires. C'est des zones de guerre. Et pourtant, ça... Mes chers compatriotes, on ne vole jamais une poule dans une maison quand un enfant de la maison n'est pas au courant. Pour qu'un voleur parte de loin, venir entrer dans une cuisine, dans le village, prendre une poule, sortir avec un enfant du village. C'est pour ça que vous voyez que dans les villages, les parents, soit la poule, soit la chèvre, soit le mouton, les parents n'aiment pas souvent aller chez les marabouts, chez les voyants, parfois pour aller tuer, de peur que ça retourne contre le parent. Je vous dis ça pourquoi. Moi, je n'oublie pas le père Kavaïgué. Le père Kavaïgué dit Boko Haram est parmi nous. Quand le père Kavaïgué dit ça, maintenant, moi, je veux donc vous dire Boko Haram est parmi nous. Dans le calcul du renversement du président Biya, écoutez-moi les amis, écoutez-moi. Dans le plan du renversement du président Biya, le Cocorico élabore des plans avec la participation d'une certaine élite du Grand Nord. Écoutez-moi bien. Le Cocorico élabore son plan de renversement du président Biya. Je précise encore, avec la participation d'une certaine élite du Grand Nord. Premier plan,
on va d'abord lui extorquer de l'argent. On soutient, on vide bien les caisses de l'État. Sans commentaire. Tout le monde se rappelle de M. Fournier et sa famille. Ça, c'était le deuxième plan. Le premier plan, le Cocorico a envoyé 500 militaires disant qu'ils étaient en patrouille, quoi, dans le nord, arrivés en Gaoundal. Il pique le drapeau. Il monte le drapeau sur le mât. Ça commence à flotter là-bas en haut, en Gaoundal. Ah, 2 gendarmes, 2. Je vais vous expliquer, les amis. 2 gendarmes, on dit, oh, je préfère descendre le drapeau là, on m'enlève au travail. Je préfère qu'on m'enlève au travail, mais pas qu'on me dise que le drapeau là fait quoi là-bas en haut. Toi, tu es là. Je préfère qu'on m'enlève au travail. Le gars est parti, il a descendu le drapeau. Il a accroché le drapeau du Cameroun. Il a mis en haut. Après, il a pris le drapeau du Cocorico, il a mis en bas. Ils ont fait le rapport. C'est comme ça qu'on a démantelé la base de Cocorico qu'ils voulaient mettre en Gaoundal. Pour couper le pays en 2. Quand Boko Haram allait attaquer au nord, ils allaient dire non, il faut interposer, porte d'interposition. Pareil, la stratégie qu'ils ont fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec Bouaké. Le président Biya, avec ses stratégies militaires, ils ont éventré. Deuxième plan, il faut essorer les caisses de l'État. On dit à M. Laurent Fournier, non, ne pars pas là-bas, ne pars pas là-bas. Il dit que non, il va aller. Il dit que tu pars faire quoi là-bas, reste ici. Il disparaît, il va au nord. Oh, on l'a enlevé. Tout le monde connaît ce qui s'est passé. Quand Boko Haram a commencé au Nigeria, il ne parlait pas du Cameroun. Un jour comme ça, on voit Boubacar Chikaou. Paul Biya, Cameroun. Il dit que, donc c'est bien comme ça. Ok. Tout le monde connaît l'histoire. Le Cocorico. On continue. Parce que quand le Cocorico fait, vous pensez qu'il fait ça à votre avantage? Non. Ils ont besoin d'une seule chose. Déstabiliser votre pays. Je vous jure. Le monsieur là parle seulement. Si le Cocorico avait réussi, ce qui n'est pas en train de parler, ce qu'il est en train de parler là. Parce que déjà, si le monde est aujourd'hui que coronavirus, c'est parce que le Cameroun n'est pas tombé. Écoutez-moi bien. Si le Cameroun était tombé, coronavirus n'allait jamais sortir. On allait juste changer le deal de 45. On allait juste changer le deal. Coronavirus sort parce que le Cameroun n'est pas tombé. Pour refaire la jonction de 45. C'est pour ça que le coronavirus est sorti. Maintenant, il dit, les gens font il y a de la misère dans le Grand Nord. Tout à l'heure, il a parlé. Il a dit dans l'histoire, en 56, il a cité le Lamido de Garoua, de Ré, de Machin. Vous avez bien compris. Maintenant, moi, je veux donc vous dire ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'il n'a pas dit, voici ça. Dans le nord, vous avez les Peuls. Écoutez-moi bien, les amis. Écoutez-moi bien. Vous avez
les peuls. Vous avez les Tchikars. Vous avez les Mundang. Vous avez les Giziga. Vous avez les Maasai. Vous avez les Tupuri. Quand il a cité là, vous n'avez pas remarqué qu'il n'a que cité les chefferies Peul. Vous n'avez pas remarqué? À aucun moment, il a cité les, il n'a pas cité les chefferies Giziga, Mundang. Il n'a pas cité. Parce que si tu ne connais pas le Cameroun, quand il parle, pour toi, tu t'arrives à ce que ça se limite, le nord, c'est ce qu'il a cité. Or, c'est faux. Il y a plusieurs tribus qui sont dans le Grand Nord. Et quand il parle juste des Peuls. C'est de ça qu'il est question. Qu'il cite les chrétiens qui sont dans l'extrême nord. Oui, allô? Ouais. Oui. C'est marginalisé. Oui. Ça va les rattraper. Oui. Ok. Merci. Oui, allô? Et tu ne peux pas me poser, tu peux pas rappeler après que je te... Bien, tu veux que je te réponde en direct comme ça. Ah non, ça... Non, parce que moi, je trouve que c'est juste une question. Je peux répondre après le direct. Mais si tu veux que je te réponde en direct, je vais te répondre. Moi, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que moi, je ne trouve pas ça dans le sujet. Mais en tout cas, si tu veux que je te réponde en direct, je vais te répondre. Pour un moteur 4 cylindres, c'est 1342. Oui.
Pour un moteur 4 cylindres, c'est 13,42. Maintenant, pour un moteur 6 cylindres, c'est 15,36,24. Oui. Un moteur 4 cylindres, 13,42. Un moteur 6 cylindres, 15,36,24. Un moteur 8 cylindres. C'est noté. Un moteur 8 cylindres. 184, 365, 72. C'est noté. Un moteur 8 cylindres. 184, 365, 72. Un moteur 6 cylindres. 15, 36, 24. Un moteur 4 cylindres. 13, 42. C'est bon? Ah. Non. Non, c'est pas un problème. Est-ce que c'est un problème? Tout mécanicien connaît ça. Bon. Sauf si tu ne connais pas ce que tu n'es pas mécanicien. Tout mécanicien te récite ça comme je te récite là. Ouais. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis que je vais te répondre après. Bon, si tu veux que je te réponde en direct, je te réponds en direct. C'est rien pour moi. Si tu me réveilles, même si je suis dans le cercueil, je vais te répéter ça. 4 cylindres, 13, 42. 6 cylindres, 15, 36, 24. 8 cylindres, 184. 365, 72. C'est comme ça, mon frère. Donc, je ne sais pas. C'est bon, non? C'est bon? Ok. Bonsoir. Camerounais. Donc, quand moi, il parle souvent ici là que je suis mécanicien. Toi, tu doutes de moi. Mon frère, je suis mécanicien. Dis à la personne qui t'a envoyé là. Dis à la personne là. Qui t'a envoyé là. C'est pour la mécanique là. Je dors. Dis-lui aussi. C'est ce qu'on t'a envoyé. Dis à la personne là qui t'a envoyé. Qu'en matière de mécanique, rien ne peut me dépasser. Il dit bien rien. Dis-lui ça. Que dans la mécanique là, rien ne peut me dépasser. Transmission automatique, je repars. Moteur, je repars. Freinage, je repars. Frein à disque multiple, je repars. Je connais tout. J'ai fait l'école de ça. Il ne faut pas venir. J'ai fait l'école de ça. De la première année jusqu'en 3e année à l'université. Je travaille dedans. Avec plus de 20 ans. Je ne sais pas pourquoi vous venez. Dis-lui. S'il veut prendre les cours, tu m'appelles inbox. Je vais donner les cours. Nous avons le président de l'Assemblée, nous avons. Vous qui êtes sur le terrain, qu'en pensent les populations? Alors, les populations... les populations se sentent avoir été un peu exploitées, déboussolées. grugées par l'élite. C'est un privilège que de s'asseoir et discuter du problème du pays. Là-bas, on discute pour chercher de quoi manger et où dormir, parce qu'il y a des déplacés de guerre
Il y a des gens qui ne vont plus à l'école. Alors, en 3 secondes, vous pouvez vous retrouver, un père de famille, vous pouvez vous retrouver dehors sans abri. Et à la merci donc des structures, n'est-ce pas, de l'UNICEF ou je ne sais pas de quoi. Alors, donc, nous n'avons pas en tête les démarches politiques. Tous les votes que vous apprenez, les résultats à gauche, les résultats à droite, c'est des bourrages d'urnes. C'est des bourrages parce que ces gars, ils n'ont même pas où dormir. Et comment ils peuvent s'organiser pour s'inscrire et aller voter? Il dit, les gens n'ont pas de maison. Comment les gens vont faire pour aller s'inscrire? Ils vont aller voter comment? Je vais vous dire quelque chose. Parce que dans le Grand Nord, il y a une géoethnie. Et cette géoethnie fait quoi? Ça fait que les peuples ayant eu le pouvoir via le président Amadou Ahidjo, la majorité, je dis bien la majorité de l'extrême nord, les Mundang, les Giziga, les Maasai, les Tupuri, sont plus des chrétiens. Cette géoethnie a fait que le président Amadou Ahidjo, dans sa philosophie, il a dit région du Nord. Mettant dans le giron, tous ces peuples étaient assimilés au peuple. Or, la grande partie de la population, c'est ce peuple-là, marginalisé, ne pouvait avoir droit au chapitre que ceux qui étaient soumis, de fois même, ils étaient obligés de changer de religion pour avoir droit au chapitre. Et oui, je vous parle du Cameroun, ça existait. Plein l'ont fait. Quand moi je l'écoute, ce monsieur parle, je pose toute la question de savoir, mais ces grands frères, ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont construire le Cameroun. Mais je ne sais pas. Le mensonge ne va plus passer. Le mensonge ne passe pas. C'est pour ça que quand le président Biya arrive, il éclate en trois. Il dit Adamawa, non, extrême non. Maintenant, n'est-ce pas qu'il y a les élites au nord? Ok. Il y a les élites au centre, non? Ok. Il y a les élites à l'ouest, non? Ok. Parfois, il arrive souvent que l'État a un projet, soit le projet est financé, une partie, soit la Banque mondiale, soit le FMI, soit la Banque africaine de développement. Et il faut que l'État mette sa quote-part avant qu'on valide le projet. Il arrive souvent de fois que l'État a d'autres priorités. Parfois, l'État a d'autres priorités. Et pour ne pas perdre le projet, l'État se retourne vers les hommes d'affaires. Dit, il y a un projet ici, pour ne pas le perdre. Et généralement, c'est le gars de l'Ouest. C'est pour ça que vous allez voir, quand ce genre de projet arrive, que l'État donne une autre priorité que de mettre sa côte par. Par exemple, on voit avec l'autoroute Douala-Yaoundé. L'État a d'autres priorités. Ça veut dire que l'État ne peut pas suivre la cadence de ses versements. Il y a d'autres priorités. Généralement, quand l'État voit comme ça, et que pour ne pas laisser le projet dans le portefeuille des institutions internationales, l'État est obligé de retourner vers les hommes d'affaires et dire
Mettez la côte part. Et c'est comme ça qu'on va dévier le projet. C'est comme ça. C'est pour ça que j'interpelle encore une fois de plus le peuple de la forêt. Que quelqu'un ne... Fâchez-vous comme vous voulez. Contre l'État, énervez-vous. Mais mes frères, ne faites jamais l'erreur de dire l'État n'a rien fait chez moi, donc je prends les armes. Parce que c'est son discours qui crée la confusion dans la tête des jeunes enfants qui ne sont pas capables de faire la lecture internationale pour comprendre que si à l'international, tu as telle chose et telle chose, qu'est-ce que nous risquons? Parce que si tu veux être un bon président en Afrique, avant de prendre une décision, il faut d'abord te référer à l'international. Quels sont les enjeux à l'international? On n'a pas de choix. Parce que nous sommes dans la périphérie. Donc, tout ce qu'on va faire dans le centre, tout ça aura des impacts dans la périphérie. La preuve en est, je vous mets une petite vidéo. Je suis sûr qu'on risquera, si je mets cette vidéo, je ne sais pas si on va bloquer mon compte Facebook. En tout cas, je ne mets pas la vidéo, mais je mets le son. Parce que si tu mets la vidéo, ça va attirer facilement. Je mets juste le son. Vous allez entendre. Oui, allô? Ok, je te mets en ligne. Tu es en ligne? Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Moi, je voudrais répondre à ce monsieur-là qui parle de... Ousmane Mila, qui parle des populations du Grand Nord qui ne votent pas et tout ça. Et qu'il y a du bourrage des urnes dans le Grand Nord. Moi, je voudrais dire d'abord que ce monsieur, il est menteur. Ça, c'est du pur mensonge. Nous savons bien. Allez voir dans tous nos quartiers. Allez voir dans toutes nos villes. Où vous allez trouver un quartier à Oussa, par exemple. On appelle vulgairement quartier à Oussa. Il y a généralement des populations musulmanes. Vous allez voir que partout dans le monde, quand l'imam a prêché le vendredi, en disant que nous devons nous retrouver à tel moment, à telle heure, à tel endroit pour parler de telles choses, c'est tout le monde obéit. C'est-à-dire tout le monde obéit. Et nous savons aussi que le Grand Nord est une zone où la chefferie traditionnelle a encore une certaine puissance. Dans le Grand Nord, les gens fonctionnent avec le mot d'ordre du chef. Quand le chef a donné, a convoqué une réunion, tout le monde est là. Quand le chef a donné un schéma à suivre, tout le monde suit. Donc, la plupart des chefs du Nord et de l'extrême Nord ne sont pas fous. Ceux qui ont décidé d'accompagner le président de la République ont mis le paquet pour que leur population aille voter. Et ça devient un principe. Il y a des gens, comme on voit actuellement avec l'opposition camerounaise, par exemple, tes beaux-frères là. Eux, chez eux, ils ne réfléchissent pas. Si quelqu'un dit, quand te dit je vais. Quand te dit va, je vais. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui ne réfléchissent pas, ils décident. C'est-à-dire ils sont par principe, ils ont leur position de principe. Alors, dans le Grand Nord, les populations suivent leur chef souvent. Alors, quand leur chef leur donne une voie à suivre, ils suivent.